À 3 jours de l'anniversaire de la loi 1901 sur les associations, était organisée à Angers une rencontre régionale des convergences associatives des 5 départements des Pays de la Loire. À cette occasion, le collectif des associations citoyennes tenait une conférence de presse nationale pour mettre en lumière les soulèvements associatifs dont la première date est le 1er juillet. Jean-Baptiste Jobard, coordinateur général du collectif des associations citoyennes. Parfois, on a tendance à présenter le CAC, collectif des associations citoyennes, comme étant l'antithèse du CAC 40. C'est-à-dire que nous, on regroupe les structures qui sont non lucratives et qui tiennent à le rester. C'est-à-dire que finalement, les associations, on le voit bien, sont de plus en plus mises en danger par différents processus, différents phénomènes, le phénomène de marchandisation, même maintenant le phénomène de répression. Et en fait, c'est assez compliqué de garder l'ADN de non-lucrativité du monde associatif. Et donc le CAC, c'est un espace de travail où des militants de différents domaines se retrouvent pour faire ce boulot-là, en fait. Est-ce que clairement on peut dire qu'aujourd'hui, le mouvement associatif est encore plus menacé, plus en difficulté, plus précaire qu'il l'était il y a quelque temps encore ? Oui, c'est clairement le sentiment qu'on a, et en plus, on a l'impression que potentiellement c'est qu'un début. C'est-à-dire qu'on va pas vers le meilleur, on va plutôt vers le pire. Ce que j'ai en tête, c'est non seulement le plan, le projet de loi de finances 2025, mais aussi celui qui se trame sur 2026. On voit bien en fait qu'il y a un double effet. À la fois, les associations ont moins de financement public, et à la fois, les collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs des acteurs associatifs, ont aussi moins de marge de manœuvre. Donc là, on est vraiment sur un effet où plusieurs intervenants lors de la conférence de presse ont parlé de plans sociaux. On est sur une espèce de plan social invisible parce que c'est que des emplois épars, dispersés, qui sont supprimés, et on voit pas en fait encore véritablement les effets de ce carnage budgétaire. Alors aujourd'hui, vous avez réuni ici à Angers des acteurs associatifs. Vous avez été en liaison avec d'autres acteurs associatifs par visio pour une conférence de presse nationale. Il y a plusieurs connexions à faire là-dessus. On est près du 1er juillet, on est en Pays de la Loire. Oui. Tout ça, c'est pas du hasard. Rien n'est dû au hasard. D'abord dans la date du 1er juillet qui va être le lancement officiel, le coup d'envoi des soulèvements associatifs. C'est pour marquer l'importance qu'on accorde à cette grande loi de liberté qui est la loi de 1901, qui est une loi qu'on pensait pas menacée, mais on s'aperçoit que finalement les libertés associatives sont quand même largement rognées. Et puis ici en Pays de la Loire, donc on est le 28 juin, c'est un peu une avant-première. On a choisi de se déplacer parce que malheureusement la région est un laboratoire du néolibéralisme autoritaire, confère la décision extrêmement brutale prise par la présidente de la région ici de supprimer les moyens d'action des associations. Et malheureusement, on voit que cet exemple se généralise et que les pays de la Loire sont en fait à l'avant-garde d'une politique qui devient nationale. Vous avez des outils d'observatoire sur ce qui se passe en France, métropole et outre-mer ? Oui, alors on en a 2 principaux. On a d'abord l'observatoire de la marchandisation du monde associatif qui justement s'attache à décrire un peu la manière dont les associations sont poussées vers le marché de plus en plus et doivent ressembler finalement à des entreprises de plus en plus. Et on a créé un deuxième observatoire, j'allais dire pour les besoins de la cause, récemment. C'est un observatoire des libertés associatives où là on documente toute une série d'entraves, notamment des coupes de subventions sanctions, mais aussi des disqualifications, des délégitimations d'acteurs associatifs, parce que malheureusement, c'est de plus en plus courant et ça nourrit un phénomène qui nous inquiète beaucoup, qui est un phénomène d'autocensure des acteurs associatifs. On voit aussi arriver sur ce monde associatif des nébuleuses liées à des financements à caractère politique clair. Oui. Quelques mots, on a le nom de Sterrin par exemple. Oui. Vous pouvez nous dire de qui il s'agit et de quoi on parle ? Oui. En fait, on a coutume de dire que la philanthropie est un champ de bataille. C'est-à-dire que la philanthropie n'est pas neutre du tout. Et en fait, on voit très bien qu'il y a différentes forces politiques qui ont des fondations, qui font du mécénat et que dernièrement, sur ces dernières années, il y a une montée en puissance très très importante de fondations qui sont réactionnaires, voire fascistoïdes. Et donc Pierre-Louis Sterrin est un milliardaire, mais c'est surtout un évadé fiscal qui a choisi de placer
de mettre en place un plan d'action extrêmement bien doté budgétairement pour faire venir au pouvoir des valeurs d'extrême droite et qui finance du coup, qui investit dans un certain nombre d'acteurs associatifs qui malheureusement ne le savent pas forcément, mais que ça agit en sous-main et que voilà, c'est quelque chose qui fait partie maintenant du paysage. C'est la raison pour laquelle la section carrément anti-terrain était là ce matin pour nous expliquer comment est-ce qu'ils se mobilisent, notamment contre la nuit du bien commun, qui se présente comme très neutre et qui l'est pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Alors la nuit du bien commun, c'est une manière de financer des acteurs associatifs, mais qui en fait est quelque chose qui appartient à la galaxie Sterrin, c'est-à-dire que derrière il y a des financements qui font partie de ce projet qui s'appelle Périclès, qui a été documenté et qui vise donc à faire advenir des valeurs d'extrême droite aux manettes du pouvoir. Alors vous êtes aussi sur une logique de vert. Le soulèvement associatif, oui. Le vert a tout son sens. Oui. Expliquez-nous en gros ce qui doit se passer dans les semaines et les mois à venir. Oui, parce que évidemment, c'est pas une mobilisation qu'on arrive à décréter comme ça d'un claquement de doigts. Et donc c'est tout un travail, d'autant plus qu'on fait ça, à vrai dire, avec des moyens qui nous forcent à du bricolage. Mais il n'empêche qu'on voit que ça correspond quand même à une aspiration. Et donc vers les soulèvements associatifs, ça veut tout simplement dire qu'on est en train de créer le chemin pour les soulèvements associatifs, alors qui renvoie évidemment au soulèvement de la terre, qui ont pour nous deux avantages. D'abord, ça permet d'imaginer plein de formes d'actions différentes et d'être très hospitalier sur les formes de ces mobilisations. Est-ce que des acteurs associatifs au fin fond de nos campagnes, loin des métropoles, qui se disent nous on vit notre vie tranquillement, est-ce qu'ils peuvent aussi être inquiets ? Malheureusement oui. Par exemple, j'étais en Meurthe-et-Moselle il y a pas très longtemps. En Meurthe-et-Moselle, ils ont un truc génial qui est un système de financement qui s'appelle le socle de sérénité. Et donc il y a des endroits comme ça qui sont encore préservés. On est loin de la politique vie associative qu'on connaît ici en Pays de la Loire. Et malheureusement, quelque part, même dans ces endroits-là, on sent que l'orage gronde et on entend les tonnerres. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, le carnage budgétaire qui est le budget 2025 et 2026 a des répercussions sur les collectivités territoriales, y compris les plus progressistes. Donc malheureusement, tout le monde est potentiellement menacé. Alors qu'est-ce que vous défendez ? Vous défendez les associations, les populations, des services, un monde qui ne serait pas celui qu'on sent se profiler maintenant ? En fait, j'allais presque dire, on défend un choix de civilisation. Et moi, j'aime beaucoup cette expression de Cynthia Fleury qui parle d'état social de droit. Et on défend ce monde-là, c'est-à-dire un monde où on est capable d'allier protection et émancipation. Et donc, ce qu'on défend, c'est vraiment ça. C'est une vision de la société qui passe en fait par aussi la capacité à construire cette société. Ce qu'on défend à travers les libertés associatives, c'est la capacité d'initiative citoyenne à faire de la politique et donc à faire démocratie. Céline Véron, conseillère régionale d'opposition au sein du groupe Printemps des Pays de la Loire, observe un impact particulier des coupes budgétaires. Les femmes sont les premières impactées par les coupes budgétaires, comme souvent à partir du moment où on supprime des fonds au service public, c'est les femmes qui en sont les premières victimes. En Pays de la Loire, on peut noter que dans un premier temps, c'est les femmes et le sport, puisqu'il y a un désengagement très important de la région sur les clubs de sport et en particulier les clubs de sport de haut niveau féminin, le handball à Nantes et puis le volleyball aussi. Donc ça veut dire qu'il y a moins de jeunes amatrices qui vont aller vers ces sports aussi. Dans la culture, on note aussi des metteuses en scène, des actrices, des comédiennes qui sont obligées de trouver une autre réorientation professionnelle puisqu'il y a moins de fonds et on le sait qui vont aller vers des milieux des métiers saisonniers. Et enfin, avec le planning familial, le CIDFF et la Fondation des femmes, on sait que moins de prévention, moins d'action, moins d'accueil font que les femmes sont les plus touchées, et en particulier les femmes victimes de violences. Est-ce que vous avez déjà relevé les impacts concrets sur un certain nombre de territoires, des mesures qui ont été prises récemment ? Alors on a beaucoup de licenciements, on perd les coordonnatrices régionales du planning familial et de la Fondation des femmes, par exemple. Ces
personnes étaient aussi chargées de trouver des financements. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et par exemple, très concrètement, sur le théâtre régional des Pays de la Loire, eh bien, les 3 postes supprimés sont des postes d'administratrices et sont des postes féminins. Aurélie Fournier, présidente de la Fédération régionale du planning familial des Pays de la Loire, entre dans les détails. À hauteur de 66 170 €. Donc en fait, c'est 100% des subventions que la région versait à la fédération régionale, et par ruissellement, ça allait aux antennes départementales. Conséquences dans les services ? Les conséquences, c'est surtout les animations en moins. En fait, c'est parce que c'était de l'argent qui était là pour de la formation de professionnels, mais aussi des animations dans des lycées MFR et CFA. Et puis aussi certaines animations. Donc ça, c'était du côté de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et du côté égalité femmes-hommes, c'était dans un programme avec les CIDFF et Solidarité Femmes de prévention des comportements sexistes et sexuels. Donc c'est environ 3000 adolescents-adolescentes qui n'auront pas ces animations, en fait. C'est ça les conséquences. Et puis après, au niveau des salariés, donc en tout, sur toute la région, il y a 4 antennes départementales et une fédération, et ça fait à peu près 45 salariés. Et c'est pour le moment, c'est surtout le poste de la coordinatrice régionale qui est fragilisé, mais par ruissellement, en fait, comme son travail est de justement coordonner, de pouvoir travailler avec l'échelon régional pour pouvoir que ça aide les antennes départementales. Si son poste est fragilisé, c'est tout le monde qui va être fragilisé. Alors on a compris effectivement qu'il y avait un impact. Vous avez bien sûr contesté lorsque la mesure a été prise. Maintenant ces mesures budgétaires sont prises. Est-ce que pour autant vous essayez de rentrer en discussion avec la présidente de région et puis comment ça se passe ? C'est pas simple parce que dès le début, en fait, au niveau du conseil d'administration fédéral, on a demandé des rencontres avec la présidente de région, mais on n'a jamais eu de retour, ou alors un retour qui ne nous donnait aucune date et qui parlait pas du tout d'une rencontre. Donc il a fallu un peu s'inviter, et c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours. Lors d'une visite qu'elle faisait, une soirée débat dans la ville de Baugé, donc dans le Maine-et-Loire, où comme elle propose des débats, du coup je me suis invitée au débat, mais je lui ai signalé que je trouvais ça un petit peu particulier de devoir m'imposer plutôt que d'échanger, quoi. Est-ce que vous craignez que ce que vous avez vécu ici en Pays de la Loire soit vécu dans d'autres régions et soit vécu aussi à l'échelle nationale avec une autre façon d'aborder le financement des services assurés par les associations ? En fait, c'est pas que je crains ça, c'est que ça existe déjà, en fait. Donc, il y a effectivement toute une liste de remontées. C'est vrai qu'il y a plein d'articles en ce moment sur les plannings familiales dans toute la France, parce que il y a des endroits où ce sont les ARS qui diminuent. Il y a des endroits où c'est la préfecture. Il y a des endroits où c'est le département. Il y a des endroits où c'est la CPM. Il y a des endroits où ça va être la CAF. En fait, il y a de toutes parts des attaques financières. On était habitués, entre guillemets, quand je souris en fait quand je dis habitué, mais aux attaques effectivement de l'extrême droite, et dans notre territoire des Pays de la Loire, on connaît bien ça de façon très concrète au niveau de nos manifestations ou de nos locaux, mais là c'est des attaques du côté institutionnel et du côté financier. À votre avis, c'est une approche qui est purement budgétaire, purement financière, ou alors purement politique ? Pour moi, c'est très clair que c'est purement politique, parce que je le vois bien. Enfin,
on parle pas tout à fait la même langue, on n'a pas le même projet de société finalement, parce que quand la seule chose qu'on nous dit, c'est mais bien sûr c'est super ce que vous faites, mais allez trouver de l'argent du côté du privé, c'est ça la solution. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que Madame Morancé encense les nuits du bien commun, c'est-à-dire que on est de ce côté-là du champ idéologique à se dire que la question de la santé, la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles, elle est du côté de mécénat privé ou de fondation, mais pas du tout du côté de ce qui fait société et un intérêt général. Donc faire société. Convergence 72 a initié un plan caravane. Gilles Rouby. Un caravane, c'est en fait une idée qui a émergé au mois de décembre, où on s'est réunis entre acteurs associatifs. Je pense à Mamers par exemple, c'était super, on était une vingtaine, une trentaine, mais en fin de compte on était dans une salle ensemble, on se connaissait d'ailleurs plus ou moins, mais et on s'est dit, en fin de compte il faut s'adresser aux gens, aux habitants, à la population, et en fait on s'est posé la question, c'est quoi les forces de vie sur un territoire? Et qu'est-ce qui pourrait être une alliance des forces de vie sur un territoire? Les forces de vie, c'est les gens qui y habitent, leur activité, les associations, la culture, mais les agriculteurs, les commerces, etc. et tout. Il dit, ces personnes-là, il faut qu'on trouve moyen qu'elles se parlent pour penser le territoire ensemble, et donc avec les élus locaux aussi. Donc on crée des caravanes, récemment 10 et Secours-Sillon, pendant un bric-à-brac par exemple, où on a installé un espace en marge du bric-à-brac, et pendant la journée on a animé, on a fait des interviews, on réfléchit comment peut-être créer un tiers-lieu dans cette commune-là, et tout ça on s'adresse aux habitants pour avoir leurs idées, leurs points de vue, et qu'ils puissent nous dire aussi comment ils vivent, parce que le premier principe de la caravane, j'ai oublié, c'est quand même d'abord écouter ce que disent les habitants d'un territoire. Et est-ce que les habitants ont vraiment conscience de la place que tient l'associatif dans tous les services qui sont développés sur leur territoire ? Bien, pas du tout. C'est une des raisons aussi de cette mobilisation, c'est que souvent on dit que les associations, elles sont invisibilisées. C'est-à-dire que tout le monde dit, c'est normal, il se passe, il y a des choses, oui, c'est bien, mais comment c'est produit? Beaucoup disent, c'est la mairie qui fait tout ça, et non, en fait, ce sont des personnes qui s'organisent, la loi 1901, 2-3 personnes suffisent à créer une association et pour s'intéresser à l'intérêt local, qui est un intérêt général. Donc, c'est ça aussi qu'on cherche à faire voir, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment l'alliance des forces de vie, c'est vraiment qui sommes-nous? Ce que sont les associations, ce que font les associations, c'est ce qui peut être réaffirmé le 1er juillet lors de la journée nationale anniversaire de la loi 1901 relative au contrat des associations. Ce reportage a été réalisé par Fréquence Sillé pour les radios associatives du Groupement national des locales.